vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver ici en direct de la Foire de Paris. On est chez Sofinco avec Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Comment ça va? Oh, ça va délicieusement bien, beaucoup de monde. Vous vous êtes reconnu ou pas derrière là? Oui. On a un énorme Philippe David derrière nous. Une énorme Cécile de Ménibus, mais là vous l'avez en taille réelle. En tout cas, on est bien heureux d'être avec vous aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 19h bien entendu, avec nos invités qu'on déroulera dans quelques instants. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Bruno Retailleau a maintenu ce matin ses critiques à l'égard du modèle multiculturel qui juge porteur des tensions et susceptible d'encourager des dynamiques de repli identitaire ou de fracture raciale. Alors parlons vrai, est-ce que Retailleau décrit ce qui est devenu la France? Et à la question, comme dit Retailleau, une société multiculturelle est une société où les tensions s'attisent car il n'y a rien de commun, vous êtes d'accord à 95%, vous voulez réagir, au délivrez-vous, attendre vos appels au 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur des vrais voix à 18h40, l'artisanat du bâtiment traverse une crise profonde, nouveau trimestre de recul de 5%, même la rénovation énergétique recule. Jean-Christophe Repon, qui était sur Sud Radio ce matin, le président de la CAPEB, déplore 27 000 emplois détruits l'année dernière dans les petites entreprises. Alors parlons vrai, est-ce que le bâtiment pâtit de la politique de matraquage des propriétaires? Et à cette question, faut-il un plan de relance du bâtiment pour sauver le secteur? Vous dites oui à 68%, vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et bienvenue sous 30 degrés, bienvenue à la Foire de Paris et chez Sofinco, on est ravis de vous accueillir, c'est jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et je vous demande d'applaudir Philippe Bilger. Bravo, Philippe Bilger. Bravo. L'avocat général. L'avocat général. La foire. C'est ça. Auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole, Françoise Degois est avec nous. Bonsoir Françoise Degois. Bonsoir Françoise Degois. Merci peuple de France, je vous remercie. Acclamez la dernière éditorialiste de gauche qui a trouvé refuge à Sud Radio. Je remercie. Ne bougez pas, ne bougez pas. Vous direz que vous avez caché des gauchistes pendant la guerre. On vous remercie. Sylvain Lévy-Lavancey est avec nous, journaliste, directeur de rédaction de Radio Imo et spécialiste de l'économie politique et chez nous, à Sud Radio. Dans Parlons Imo. Bonsoir. Bonsoir. Salut Sylvain. C'est la première, Sylvain. Voilà, je réalise mon rêve, je suis à côté de Françoise Degois. Quelqu'un qui m'aime dans cette vie, c'est bien. Alors attendez, je vais prendre une photo parce que c'est bien la première personne qui dit ça. Il va falloir qu'on refasse une émission sur la santé mentale de Ménibus, parce que là, voilà. je pense qu'on a un cas quand même exceptionnel. Vous êtes content, Philippe, de sortir de vos murs? Je dirais à 19h. À 19h. Attendez, je vais vous mettre un petit micro, ça va vous détendre. Allez-y. Bien, ça s'est bien passé. Je suis ravi d'être là. Le voyage n'a pas été trop long. Non, c'est formidable. C'est le décalage horaire, le problème, c'est ça? De voir une belle femme derrière moi et un dodu. Enfin, là, mais là, il y a du Photoshop quand même un peu, non? Non, c'est pas vrai. T'es plus belle en vrai que sur la photo. Non, non, mais je parlais de Philippe David. Ah non, il y a du photo. Ah oui, rapport aux saucissons multiples et variés. Là, il a fallu modifier à l'IA, même, c'est terrible. En tout cas, on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. On est ravis de vous retrouver. En tout cas, si vous êtes sur la Foire de Paris, vous pouvez venir nous voir. Hein. Vous avez envie de parler au micro. On pourra même vous prêter un micro, tiens. Ça, si quelqu'un veut réagir sur l'émission, 0826 300 300. Allez, vous restez avec nous. On va faire une petite pause. On va revenir dans un instant avec le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur, de quoi va... On va de la lucidité de certains voyous dans l'affaire Kim Kardashian. D'accord, très bien. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. En direct de la Foire de Paris, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Accueillir ici à la Foire de Paris, enfin c'est plutôt la Foire de Paris qui nous accueille, j'ai envie de dire. Hein, mais bon, ils nous accueillent, donc on vous accueille aussi, bien entendu. On est chez nos amis Sofinco. On va faire un petit crédit pour Philippe David, hein, c'est pour son régime. Oui. Je crois que c'était pour mes implants capillaires. Oui, bah les deux. On peut faire les deux. On peut faire les dents, on peut faire la totale. T'imagines Philippe en septembre qui revient. C'est plus le même. C'est Avec les Sortez, monsieur, avec les dreadlocks.
Avec la chevelure de Francis Lalanne, là, ça va faire Ah oui, un peu pourquoi défaire. Ah, ça va être... Maigre comme un clou. Ouais. Qui est cette personne? Ça va Et pas puis être- drôle surtout, imaginons. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Est-ce que notre Félix est là? Oui, bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et les 3 mots dans l'actu, Félix? On va parler de François Bayrou et de Marine Le Pen qui ont parlé retour de la proportionnelle aujourd'hui, du gouvernement qui maintient sa prévision de croissance de 0,7% pour 2025 malgré le 0,1 pas foufou du premier trimestre, et puis de la presse anglaise élogieuse après la victoire 1-0 du PSG sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale allée de Ligue des Champions hier soir. En 3 mots, proportionnelle, croissance et éloge. Et tout de suite, c'est Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est sur le procès du braquage de Kim Kardashian que vous allez requérir monsieur le procureur. Là, c'est vraiment votre métier. En effet, j'ai été très intéressé par le propos de 3 accusés dans le procès de Kim Kardashian qui disaient avec beaucoup de lucidité: quand on connaît les raccourcis, on n'a pas envie d'emprunter les chemins légaux. Je synthétise. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que quand j'étais avocat général aux assises, je définissais souvent le crime comme précisément de la part des criminels, comme le moyen d'éviter les processus légaux que nous utiliserions, même Philippe David, en évitant les raccourcis. Les criminels, au contraire, quand ils sont confrontés à une situation grave, eh bien, ils n'utilisent pas le processus légal, mais prennent le raccourci. Donc, ces voyous de Kim Kardashian m'ont fait penser à une pratique d'avocat général qui m'a replongé avec nostalgie dans l'ancien temps. Françoise Degois. C'est intéressant ce que vous dites, l'idée du raccourci, mais il faut le dire peut-être avec un ton un peu plus grave, parce que là, on a le sentiment que, comment dirais-je, c'est presque mieux ce qu'ils font. Moi, je vous entends à la radio, là, je suis dans la bagnole, les criminels prennent des raccourcis plutôt que de prendre des chemins plus longs. Je me dis, devenons criminels, en fait, parce que je pense que c'est beaucoup plus... Non, mais c'est intéressant. Il s'inspire de son comportement dans le Non. qui c'est qui l'a dit. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est Philippe Bilger, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que Philippe Bilger va regarder ça dans un papier sur ce procès, et c'est ça qui est magnifique, parce que voilà, il reste tellement ce grand avocat général qu'il a été. Donc, je n'ai rien d'autre à dire à part que ça m'intéresse de regarder Philippe Bilger in vivo. Voilà. Vous pourriez continuer comme ça, François? Je le pense vraiment. Vous savez que je le pense vraiment. Mais donc, vous êtes vraiment j'ai toujours pensé ça. Même Que quand vous avez, vous le pensez, ça fait du vous bien. avez une passion telle du droit et de la justice que ça vous permet d'être un des rares types aujourd'hui en France. On vous fera votre chèque, François. Non, un des rares hommes, mais c'est vrai, qui arrive Allez, on y va. à rester équilibré dans une mer déchaînée sur la justice. On y va, mon petit chat. Sylvain Lévy-Valency. Oui, mais Bien dans le micro. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, ce que dit Philippe Bilger, parce que, effectivement, le raccourci, c'est aussi la facilité. C'est le principe de facilité. C'est-à-dire qu'en fait, on expose un modèle de société qui est un modèle moderne, qui est un modèle encourageant, mais qui se travaille, qui se fait par le mérite, par l'extraction de sa propre condition. Quand on dit qu'on prend des raccourcis, c'est parce que, en fait, c'est la dictature de l'avoir, c'est la dictature de la possession, la facilité, transgresser toutes les règles. C'est pas franchement un modèle, mais quand on y a goûté, parce que dans cet article, il précise le fait qu'à un moment donné, quand ils y ont goûté, ils ont difficile beaucoup de mal à revenir. Ah oui. Allez dire à un dealer qui gagne à peu près 1 500 € par jour, qui va gagner 1 200 € sur un contrat aidé, par exemple à la supérette du coin. Effectivement, il faut considérer ce problème, il faut le considérer pour dire quel modèle de société on peut promouvoir. Et je pense que vous avez raison de le souligner, la facilité, c'est le chemin qui permet le moindre effort, et je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'essayer de le promouvoir de cette façon-là. En tout cas, suffisamment intéressant pour que vous puissiez le pointer, mon cher... Merci beaucoup, Philippe Bilger. Allez, tout de suite, c'est Félix. Ouais, mais c'est fou, moi, j'ai rien compris à ce que vous avez dit. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. 3 Bonsoir. mots dans l'actu qui sont proportionnels, croissance et éloge. François Bayrou rouvre le chantier de la proportionnelle aux législatives avec une série de consultations. Marine Le Pen ouvrait le bal aujourd'hui. Tous deux défendent depuis longtemps ce mode de scrutin. Le gouvernement maintient sa prévision de croissance 0,7% pour 2025. Le ministre de l'économie l'annonce sur Sud Radio. Mais ça va être un combat, prévient-il, après la performance au premier trimestre, 0,1%. Et puis la presse anglaise dithyrambique sur le PSG au lendemain de la victoire des Parisiens 1-0 sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale allée de Ligue des Champions. Les vraies voix Sud Radio.
La proportionnelle avait fait entrer le FN à l'Assemblée nationale en 1986. Aujourd'hui, François Bayrou entamait ses consultations sur le retour de ce mode de scrutin aux élections législatives. Et il recevait en premier Marine Le Pen avec le président de son parti devenu le RN, Jordan Bardella, pendant 3 quarts d'heure. À la sortie, Marine Le Pen se dit optimiste sur les chances de s'entendre avec le gouvernement pour une réforme du mode de scrutin. Le scrutin de 86, c'est-à-dire la proportionnelle intégrale par département, nous apparaît être un moindre mal par rapport à un système majoritaire qui aujourd'hui ne permet pas que chaque voix des Français soit entendue et soit respectée. Le scrutin proportionnel est un élément de réparation, je le crois, de la confiance des Français envers leurs représentants, de l'utilité aussi du vote, de la participation au processus démocratique. Le Rassemblement national le défendra. Marine Le Pen après sa rencontre de 45 minutes avec François Bayrou à Matignon. Philippe Bilger. Je serais très favorable au scrutin proportionnel. Bien sûr, les modalités dont on a parlé hier pourraient déterminer quelques modifications, mais le scrutin proportionnel en lui-même me plairait beaucoup. On a déjà parlé du panachage. Moi, ce qui m'a intéressé par rapport à ça, c'est les instituts de sondage qui ont fait des projections par rapport à ce que souhaite Marine Le Pen, 86. Et ça donnait, ces projections sont incroyable, hein. Ça donnerait 206 députés RN, ça donnerait 190 députés de gauche, Nouveau Front Populaire, ça donnerait à peine 29 députés à droite, 18 pour le Modem et 118 pour le groupe Macron. Donc si on revenait... Je vais pas changer d'avis. Voilà, non mais voilà, c'est ça, non mais ça le vrai sujet. Revenir à 86 avec en comparaison, on compare chiffre par chiffre. Législative de juillet dernier, eh bien nous aurions un Rassemblement national en tête, mais pas majoritaire, une gauche énorme et en fait un affaiblissement du bloc central et d'un droite. Mais comment est-ce qu'on va faire la cote mal taillée? Vous me passerez les choses, parce que le RN veut une proportionnelle départementale et les Verts veulent une proportionnelle régionale, Sylvain Lévy. Oui, là, ça va être les négociations de boutique ou derrière-boutique. Voilà, on va essayer de prendre de la hauteur sans nous perdre de vue. On va se dire la chose suivante. C'est aussi le principe de démocratie. Dans ce que dit Philippe Bilger, et moi j'y souscris complètement, c'est aussi le reflet de ce que pensent les Français. Parce qu'à un moment donné, notre système de vote aujourd'hui, de scrutin, il ne reflète pas ce que les Français aujourd'hui choisissent comme orientation politique. Et le fait de le faire en proportionnel dans les régions me semble être une excellente piste. Dans les régions ou dans les départements? Dans les régions. Mais je vais vous dire une chose. En réalité, ça arrange personne si on y réfléchit bien. Parce que on arrive au bout d'un système dans la Ve République et aujourd'hui on n'arrive plus à trouver une majorité. Et qu'il faudra peut-être certainement réinventer un modèle qui permettra de donner aux Français la juste représentation. Et je pense que dans le scrutin à la proportionnelle par région, il y aurait un reflet évident de la population et de ce que pense la population dans ses orientations. Prenons le pari. Allez, le deuxième mot, croissance. Le gouvernement maintient sa prévision pour cette année. Le chiffre du premier trimestre vient de tomber, indique sur Sud Radio le ministre de l'économie. 0,1%, c'est pas les 30 glorieuses, mais il n'empêche, Éric Lombard l'annonce, le gouvernement maintient sa prévision de 0,7% pour l'année 2025. Et quand bien même cette prévision apparaît un chouïa optimiste. La bonne nouvelle derrière ce chiffre, d'abord, c'est que malgré l'absence de budget, puisque nous avons attendu fin février pour avoir un budget, ça a énormément pesé sur la croissance est positive. Aujourd'hui, l'investissement, les résultats des entreprises, tout ça va plutôt dans le bon sens. 0,1%, c'est assez faible quand même comme croissance. 0,1%, pourquoi est-ce que ce chiffre est faible? C'est que il se compare à la même période de l'année dernière où on a eu l'effet Jeux Olympiques. Oui. Donc on partait d'une base assez élevée et la prévision de croissance de 0,7% que nous maintenons, ça va être un combat. Nous allons soutenir les entreprises. D'ailleurs, j'ai créé un conseil des entreprises à Bercy pour les réunir régulièrement, pour les accompagner et pour veiller à ce qu'elles puissent déployer leurs talents plus facilement. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Une réaction, Philippe Bilger? Excuse-moi, c'est pas... Ah, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Ah oui, c'est vrai que... Il n'a pas de casque. Il n'a pas de casque. Non, mais c'est intéressant de voir... Vous pourriez quand même, il y a des gens qui réagissent sans même savoir de quoi ils parlent. Hein. Un volontarisme quand même. Faire tout à l'heure. Un volontarisme. Éric Lombard, je sais très bien qu'il a été extrêmement critiqué, mais finalement, ce ministre de l'économie ne s'en sort pas si mal. En tout cas, il envoie au moins une forme de volonté. Alors après, Bercy, c'est un immense navire qui est très difficile à bouger, mais je trouve qu'il arrive à sa
s'accorder à plus avec tous les groupes, y compris avec le Rassemblement national, alors qu'il est plutôt de tendance de gauche ou de centre-gauche. Je trouve ça pas mal. J'aime bien ce... Moi, j'aimerais bien qu'il s'accorde aussi un peu avec lui-même, à l'instar, parce qu'effectivement, de qui se moque-t-on, il ne faut pas exagérer. J'adore l'idée du plan de croissance des entreprises. On bat des records de défaillance d'entreprises. En novembre dernier, on a battu le record depuis 2002 avec 58 000 défaillances. Dans l'ordre, la construction, l'immobilier, l'hôtellerie, c'est une catastrophe. Je vais même vous dire mieux que ça. Éric Lombard a donné des ordres au service du Bercy pour justement ne pas flexibiliser le remboursement du PGE. Et oui, parce que le PGE va être la plus grande cause de mortalité d'ici cet été. Donc je dis à M. Lombard, soyez fidèle à vous-même et cessez de chercher systématiquement le compromis. De qui se moque-t-on? Non, enfin, on peut reprendre. Non, on reprendra après, mais je suis pas d'accord avec vous. Sur le PGE, je suis d'accord avec vous, mais vous savez, vous payez le Covid, vous savez très bien que whatever it takes... Mais ma chère Françoise, le nombre de défaillances, non seulement... Je sais sur le PGE, mais qui a fait quoi avec le PGE? Mais nous avons un Éric Lombard qui dit qu'il faudrait bien, pour la correction du marché, que les entreprises zombies puissent disparaître. À un moment donné, on parle quand même de gens qui perdent leur emploi. D'abord, Éric Lombard, c'est pas le perdreau de l'année. Vous savez très bien qu'il connaît parfaitement le monde des entreprises. Il en vient, il a travaillé énormément. Donc moi, je le défends. Dans l'entreprise? Mais il en vient... Non, il était patron de la Caisse des dépôts. Bien sûr, non, mais ce que je veux te dire, il comprend... C'est une petite entreprise. Il comprend parfaitement... Non, mais il comprend parfaitement... Une entreprise subventionnée. Il comprend parfaitement la mécanique des entreprises. Vous n'allez pas me disputer ça quand même. C'est un type... On va lui demander de créer une SAS from scratch pour savoir s'il est capable de créer une boîte. Les entrepreneurs, vous êtes un peu saoulant en pensant que les politiques sont des espèces de débiles qui comprennent rien parce qu'ils n'ont jamais été patrons de la SAS. Ah non. Sois sympa. Le procès est très facile. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu veux dire. Non, la force vive, excusez-moi ma chère Françoise, mais la force vive, c'est 4 950 000 petites entreprises de moins de 20 salariés qui représentent aujourd'hui les 2 tiers de l'emploi national. Si on prend les grandes entreprises, pas trop vite le matin et pas trop tard le soir, à un moment donné, on a quand même des entrepreneurs qui nous écoutent. Allez, d'accord, Simon, je suis d'accord, juste un mot. Simon, il s'appelle Simon. Non, mais appelez-moi Georges. Moi, j'adore Simon. Non, mais Simon, ou Henri. Écoute-moi, moi je suis... Allez, faites-moi un bisou et on recommence. Allez, j'adore, mais... Les amis, le troisième mot, on est en retard. Allez, on y va. Troisième mot, éloge, celle de la presse anglaise, à propos du PSG. Oui, une fois n'est pas coutume, la presse anglaise est élogieuse effectivement vers le PSG après la victoire parisienne 1-0 sur la pelouse d'Arsenal hier en demi-finale allée de Ligue des Champions. Ce PSG ressemble à la meilleure équipe d'Europe, écrit le Daily Mail. Une équipe formée de joueurs qui semblent prêts à soulever la Ligue des Champions pour la première fois. Le Daily Telegraph renchérit sur l'éblouissante prestation collective des Parisiens lors des 20 premières minutes. Allez, un dernier pour la route. Le Guardian, quand elle joue comme ça, cette équipe du PSG ressemble à la meilleure d'Europe. Elle a su priver Arsenal dans son propre stade de ses super pouvoirs. Voilà, j'ai envie de demander, tiens, à Philippe Bilger, comme on dit, non jetez plus en anglais. En tout cas, sachez que Cocorico, ça se dit cock-a-doodle-doo. Match retour PSG Arsenal, ça sera mercredi prochain à 21h. Et attention pour le match retour, le coach des Britanniques est déterminé. Nous sommes à la mi-temps, nous devons aller à Paris, gagner le match. Nous pouvons le faire. J'ai vu de très bonnes équipes, déclare Mikel Arteta. Je ne sais pas, Mr. Bilger, s'il y a un équivalent britannique pour l'expression remontada. En tout cas, le coach d'Arsenal semble vouloir y croire, apparemment. Ça fait du bien, les Anglais qui disent beaucoup de bien d'une équipe française, c'est pas fréquent. On attendait un très grand entraîneur pour le PSG, notamment lors de la Ligue des Champions. On l'a eu dans le championnat de France. Là, on en a un qui a donné une capacité au PSG qui devient admirable, même pour des gens qui n'aiment pas le Qatar ni le président du PSG. Ben dis donc, qui n'avait aucun lien avec cette équipe. Même moi, petit à petit, je me dis ça serait bien. Ceci dit, n'enterrons pas trop vite Arteta, parce que j'aime infiniment Arteta, en fait, grand entraîneur espagnol. Je pense qu'il est derrière Guardiola. Et donc c'est un duel d'entraîneurs espagnols, ce qui est complètement dingue. C'est-à-dire que vous avez Arteta, qui est de San Sébastien, qui est basque, espagnol, contre Luis Enrique, qui est barcelonais, qui est catalan. Alors bonjour le duel. Guardiola, ma passion. Il n'est pas catalan. Il a joué à Barcelone, mais il est originaire d'Oviedo, je crois, ou de Gijón, il me semble. Mais je croyais qu'il était catalan. Il a joué à Barcelone. Alors peut-être ça, bien sûr. Alors il y a quand même une chose, juste un mot. Les Italiens sont aussi dithyrambiques. Alors là, c'est des très grands joueurs italiens. Del Piero a dit, Luis Enrique a donné une âme à certains joueurs du PSG, comme Dembélé. Tu le vois courir partout, faire l'effort. Del Piero. Capello qui dit le PSG m'a impressionné, et Costa Curta. Généralement, les équipes qui arrivent en Angleterre souffrent dans le premier quart d'heure. Eux, ils ont rapidement mené à Liverpool et Arsenal. C'est grand. Voilà, ça y est, c'est grand parce que quand on voit la rivalité moi, je dis italien-français. D'accord, d'ailleurs, j'ai qu'une chose à dire, c'est j'adore le rugby.
Merci Simon. Oh, la méchanceté. De vous Sylvain. avez du bol, Sylvain, parce que nous sommes la radio du rugby. Oui. Donc vous avez du bol, vraiment vous avez du bol. En tout cas, merci. Merci Félix Mathieu, vous restez avec nous. Allez, dans un instant, le grand débat du jour avec sur CNews, Bruno Retailleau ce matin a critiqué le multiculturalisme. Une société multiculturelle attise, selon lui, les tensions et ça n'a rien de commun. Alors parlons vrai. Est-ce que Retailleau décrit ce qu'est devenu la France? Et à cette question, comme dit Retailleau, une société multiculturelle est une société où les tensions s'attisent car il n'y a rien de commun. Vous êtes 95% à être d'accord, donc 5% pas d'accord. Vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. A tout de suite en direct de la foire de Paris chez nos amis de Sofinco. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct de la foire de Paris, les vraies voix Sud Radio. 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes ici accueillis à la foire de Paris chez nos amis de Sofinco. Magnifique stand que vous invite à venir visiter, bien entendu. Vous pouvez aussi visiter Philippe Bilger qui est avec nous ce soir, avec Françoise Degois qui est avec nous et Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous, journaliste, directeur de la rédaction de Radio Imo et spécialiste de l'économie politique. Et puis que vous pouvez retrouver Sud Radio, absolument. On parle Imo. Absolument, tous les samedis matins. Est-ce qu'on a le droit de dire ce qui se passe en fait ici, que les gens ne voient pas? On retravaille à l'ancienne. On donne les horaires. On n'a pas des horloges. Il y a quelqu'un qui tient, qu'on adore. C'est-à-dire qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, nous on est encore sur le papier. En revanche, Daisy, j'ai pas vu le chiffre. Alors Daisy tient une feuille blanche en disant 17h47 et 30 secondes. Oui, c'est ce que je vous ai écrit sur votre papier, les vraies voix. Voilà, c'est ça, exactement. Mais vu qu'on a très peu de place ici, on va se faire gronder par notre réalisateur qui d'habitude dit ah ouais, attends, il va nous mettre 2 sur 10 comme il fait d'habitude. Il est dur en affaires. Il est pas facile. On va le tordre. Allez les amis, soyez les bienvenus. Tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bien sûr que cette société archipélisée, cette société alvéolaire, cette société communautarisée, c'est-à-dire une société en pièces détachées. Il y a plein de gens qui sont venus en France et je pense que ça fait un peu la force du pays. Les gens sont venus et ça élève le pays. Où on adjoindrait des communautés en fonction de leur profession, en fonction de leur couleur de peau. Ça, c'est le grand risque. Ce qui est bien, c'est que chaque culture qui est venue en France a apporté son savoir à la France. Chacun a vraiment apporté sa culture, son savoir, sa personne. Et ça a permis de créer un mélange qui fait que la France aujourd'hui, elle est belle. Chacun a sa singularité, mais par-delà la singularité, dans l'espace public, dans l'ordre public républicain, on est tous égaux, mais on laisse de côté précisément ces particularités. Et Bruno Retailleau a maintenu ce matin ses critiques à l'égard du modèle multiculturel qui juge porteur de tensions et de susceptible d'encourager des dynamiques et du repli identitaire. Alors parlons vrai. Est-ce qu'une société multiculturelle est de plus en plus une société multiconflictuelle, comme l'a dit Georges Bensoussan, l'auteur du livre Les territoires perdus de la République? Et à cette question, comme dit Retailleau, une société multiculturelle est une société où les tensions s'attisent car il n'y a rien de commun. Vous êtes 95% à être d'accord et donc 5% pas d'accord. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, il est cash, ce ministre de l'Intérieur. Mais je l'aime beaucoup. Et surtout, c'est un ministre de l'Intérieur qui ne tend pas l'autre joue lorsqu'il est attaqué. Non, mais pour revenir au sujet de Sud Radio, je n'ai jamais cru, en ce qui me concerne très modestement, que l'immigration était une chance pour la France. Mais restons dans le sujet de pratiques multiculturelles. Dans une société idéale, ce ne serait pas scandaleux de coexister sur le plan culturel avec d'autres cultures. Mais pourquoi cela devient-il un grave problème en France? C'est que les autres cultures induisent d'autres mœurs qui elles-mêmes veulent devenir dominantes en quelque sorte en expulsant notre culture fondamentale du champ républicain. Et donc c'est à partir de là qu'on a le droit de s'interroger et d'approuver, de mon point de vue, le ministre de l'Intérieur. Je me tourne du côté de Françoise qui ne va pas être d'accord. Bien sûr, je le désapprouve totalement. Il est évidemment, il pense qu'il surfe sur le sillon de la crise identitaire qui d'ailleurs, la peur identitaire qui traverse d'ailleurs toutes les formations politiques. Et parce que toute la journée, quand vous avez justement des gens comme Bruno
Retailleau nous parle-t-il, qui vous explique que tout est dangereux et que les gens, et que tout ne se vaut pas, parce que c'est des prétéritions qui fait Bruno Retailleau, c'est tout se vaut, nanana, mais en réalité, au fond, tout ne se vaut pas. Bien sûr que tout se vaut quand vous voyez bien que ce pays est un pays métissé, et de plus en plus, et ça sert à rien de s'arc-bouter sur ses ergots en disant ah là là, la créolisation, mais c'est déjà là, le métissage, il est déjà là. Nos enfants, nos petits-enfants, eh bien, ils se métisseront parce que c'est le sens, en réalité, de l'ouverture de la vie. Alors, je ne nie pas du tout la fonction de l'islam radical. Je ne nie pas les opérations de conquête de l'islam radical. Je ne nie rien de tout cela. Mais je pense que, d'abord, la République est suffisamment solide. C'est pas une petite chose fragile. Vous savez, devient français depuis la République, la Révolution française, celui qui se déclare républicain et se déclare français, tout simplement. La force de la France, c'est sa capacité, en fait, à avoir intégré des gens venus de partout, qui ne se sont pas demandé où nous allons, mais d'où nous venons, mais où est-ce que nous allons ensemble. Donc, Bruno Retailleau fait de la politique et de la mauvaise politique. Et à chaque fois, la droite et l'extrême droite se plantent. À chaque fois, ils font ça de leur thème essentiel de campagne présidentielle. Et à chaque fois, ça marche pas. Et à chaque fois, ça plaît. Mais ça plaît tellement qu'ils sont battus à chaque fois. Donc, écoutez, seule la victoire est belle. Hein. Marine Le Pen, elle a été battue 4 fois, l'extrême droite. Donc, ça veut dire que ce pays, quand même, il résiste à ce genre de conneries. Sylvain Lévy-Valency. Oui, voilà. Dites des mensonges, vous êtes cru. Dites la vérité, vous êtes cuit. C'est que, en fait... Oh, elle est jolie, elle est très jolie. On la connaissait pas. Il n'est pas cuit, J'aurais bien aimé la connaître, celle-là. Ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de promouvoir, et d'ailleurs, on a une organisation dans ce pays qui s'appelle France Compétences, qui peut permettre de faire des formations financées par l'État, notamment pour Bruno Retailleau, notamment sur l'histoire de France, par exemple. Et il apprendrait un petit peu ce que l'histoire nous répète, bien évidemment. Alors, par exemple, je lui conseillerais de lire, par exemple, Alexis de Tocqueville. Vous savez, Alexis de Tocqueville, qui était un grand globe-trotter, qui parlait du cosmopolitisme. On en parlait déjà en 1850. Non, mais je voudrais aussi parler d'Adolphe Thiers, le ministre, vous savez, qui a été le président du Conseil de la Troisième République, celui qui a succédé au diktat du Second Empire, qui disait la chose suivante. Finalement, nous avons tous un point commun, c'est le creuset républicain. Il l'a dit en 1871. Mais après, on a eu Raymond Poincaré, qui a répété la même chose en 1922. Dans les années 30, on a un type comme ça qui arrive, qui s'appelle Charles Maurras, inspiration d'extrême droite, qui dit finalement, la France ne se reconnaît que cette vision chrétienne et judéo-chrétienne qui devrait être le nouveau creuset. Et bien, c'est le préambule de la cagoule. Sauf qu'en face, vous avez un type qui s'appelle Léon Blum. Et je vais vous dire en même temps, oui, c'est juste après. Et donc ensuite on a Léon Blum, mais on en a d'autres. Et le creuset républicain, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la négation d'une identité. Et je vais vous dire une chose. Le multiculturalisme, qu'est-ce que c'est? C'est un concept anthropologique et sociologique et politique. C'est des identités qui ne se nient pas, qui ne s'annulent pas, dans lequel il n'y a pas d'injonction à oublier d'où je viens. À ce moment-là, je peux oublier d'où je viens. Moi, je viens de Marrakech. Toute ma famille, issue d'une grande famille de juifs espagnols, répartis dans le monde entier. Si on secoue mon arbre généalogique, on en fait tomber de partout. Donc, à ce moment-là, je peux aussi revendiquer ma territorialité un peu partout. Sauf que j'aime la France. Pourquoi? Parce qu'il y avait un livre en 1912 qui a été écrit, qui s'appelait « Heureux comme un juif en France ». Et je vais vous dire, ce pays a accueilli dans un creuset républicain dans lequel on a rendu soluble toutes les identités avec un pacte républicain fort, et la République par le sang a payé très durement. Mes arrière-grands-parents pendant la guerre de 14-18, ceux qui ont payé le prix de la dénaturisation après le gouvernement de Vichy par exemple. Donc quand j'entends un Bruno Retailleau qui ose dire que le multiculturalisme peut être difficile, impactant bien évidemment, c'est servir à des millions de Français qui aujourd'hui sont ébranlés, démoralisés, un discours dans lequel on va ratisser très large. Parce que quand on dit la vérité, on va ratisser très peu pour dire la vérité. Donc on va avoir un langage électoraliste d'un Bruno Retailleau qui se réinvente en successeur de feu Monsieur Le Pen. Voilà, je trouve ça, vous voulez que je vous dise, pitoyable, tout simplement pitoyable. Philippe Bilger. Alors, on y va. Je vais répliquer peut-être à votre accord, je ne sais pas. Mais vous venez de Marrakech, je vous apprécie tout de même très largement. C'est sympa. Ce que vous avez dit est très intelligent. Mais je ne sais pas si j'ai bien saisi, compte tenu d'une oreille gauche, c'est toujours à gauche que ça va pas. C'est le fait que, en réalité, que je crois comprendre, à l'époque que vous évoquez, les différences n'avaient qu'une finalité, c'était de se rassembler
dans l'esprit républicain. Elle ne visait pas à s'émietter, à détruire, à déstabiliser. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais de qui parlez-vous? Non, mais osons les choses. Non, mais attendez, de qui parlons-nous? Osons le dire. Parler des musulmans. On parle de l'islam. En fait, bien sûr. Mais attendez, on va arrêter de dire des bêtises. On parle de l'islam. Donc la question qu'il faudrait se poser, si on a un vrai courage politique, c'est est-ce que l'islam est soluble dans notre démocratie? C'est la seule et vraie question. On a mis, alors vous savez, la communauté espagnole. Sylvain, je voudrais répondre sur l'islam. Est-ce que l'islam est soluble? On le redit, hein. C'est pas parce qu'il y a une offensive, bien sûr, de l'islam radical. Mais la réalité, si vous voulez, Philippe, moins qu'on puisse dire. Mais c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais en termes, si tu veux, de puissance, vous avez 6 ou 7 millions de musulmans. Vous avez vous-même les chiffres du ministère de l'Intérieur. Combien sont pratiquants sur ces 6 ou 7 millions? À peine 10%. Et combien dans ces pratiquants sont radicalisés? Peut-être 10% de 10%. Vous comprenez bien qu'on peut passer une journée entière, une vie entière à être obsessionnel du matin au soir sur cette question de l'islamisation radicale et être une insulte. Moi aujourd'hui, je suis musulmane en France aujourd'hui, mais honnêtement, j'ai les oreilles qui saignent. Vous ne pouvez pas. Est-ce que quand même, il faut regarder une chose, il n'y a pas des problèmes. On parlait à l'époque d'assimilation. L'assimilation, c'est devenu un gros mot. Mais bien sûr que c'est un gros. Regardez les juifs assimilés, demandez-leur ce qu'ils en pensent, les juifs assimilés. À l'époque, on s'assimilait. Regardez, vous avez eu des matchs, des pays même que la France a colonisé. Mais ça veut dire quoi, France-Cameroun ou France-Portugal, il n'y a jamais eu un incident. Philippe David, ça veut dire quoi, l'assimilation? Vous avez vu ce que France-Algérie et France-Tunisie, ça génère, mais à chaque fois, mais pourquoi, quelle est notre histoire? Le terrain envahi. Excusez-moi, Philippe, quelle est l'histoire douloureuse entre la France et l'Algérie? Je vous parle aussi de la Tunisie. Mais je ne vais pas recommencer sur la France. Non, le pire, c'est la France et l'Algérie. Quelle est l'histoire douloureuse entre la France et l'Algérie? On l'a pas purgé, cette histoire. La faute, bien sûr, au régime algérien, mais la faute également. Qui vit là-dessus sur cette trente mémorielle. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on a purgé quelque chose? Nous sommes incapables de parler sereinement. Regardez dans quel état ça met ce pays quand on recommence avec l'Algérie. Permettez-moi, François, je voulais juste citer, sans faire d'excès de culture ou quoi que ce soit. Étienne de la Boétie disait une chose: l'incuriosité et la bêtise humaine sont deux oreillers fourdoux, mais pour les considérer comme tels, il faut avoir la tête aussi bien faite que Montaigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit toute cette jeunesse qui sait, quand on parle de l'islam, bien évidemment, d'ailleurs on parle de personnes qui n'ont, en plus, ils ne parlent pas l'arabe, ils n'ont quasiment jamais lu le Coran, ils arrivent à se radicaliser, c'est un truc incroyable sur Internet, etc. Non, le vrai problème, vous voulez que je vous dise, c'est que quand on parle du creuset républicain et du multiculturalisme, quand on voit que Bensoussan a écrit Les territoires perdus de la République, il a raison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'État qui a déserté les territoires. C'est pas les territoires. C'est vrai aussi. C'est pas les territoires. Moi, j'en suis issu. J'ai grandi au Minguette, j'ai grandi dans la pire cité. Dans la pire cité qui existe. À 15 ans, je voyais un type se faire tirer dessus avec deux pieds dans le ciment dans la cave de mon immeuble. Donc, aujourd'hui, le modèle. Mais moi, j'ai pris la dernière ascenseur social qui existait, c'était en 1982. Mais je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, en réalité, c'est une question d'équilibre économique dans lequel on a un État fort qui ne donne pas le bon message. Quand on arrive dans des no man's land, et d'ailleurs le procureur Bilger le sait très bien, il y a des lieux dans lesquels la police ne rentre pas. Elle ne veut pas rentrer. Ne rentre plus. Elle n'en a tout simplement pas les moyens. Je vais vous citer Roland Castro, qui était un grand architecte, qui disait communiste. Si nous nous désaccordions, non mais il faut le dire parce que il est bien tout de même. Correct. Quand Roland, paix à son âme, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, disait qu'il fallait désenclaver les banlieues parce que elles devenaient, architecturalement parlant, criminogènes par nature, parce que l'État avait déserté toutes ces banlieues, on voit comment, de manière récupératoire, l'islam, parce que c'est la dominante religieuse qui fonctionnait assez bien dans ces cités, je le sais, je l'ai vécu, d'accord, est devenu la béquille du refuge. Et cette béquille du refuge, elle, non seulement maltraitée par l'État, mais surtout mal considérée. Quand vous êtes un peu bronzé, les oreilles décollées, je vous garantis que vous rentrez pas nulle part. Philippe, je n'aurais pas la prétention de contredire votre expérience qui est très convaincante. Et je crois que vous avez raison. Simplement, est-ce que vous ne sous-estimez pas aujourd'hui, de la part d'une certaine communauté, la volonté de se dissocier de l'esprit public? Absolument pas. Je ne pense absolument pas. Et c'est un fait marginal. Même au moins en partie. Il y a 7,5 millions de musulmans en France. On a répertorié dans les zones les plus sensibles ceux qui étaient en marginalité et qui risquaient de toute façon de s'enflammer. C'est 8700 personnes recensées. Ce que je peux vous dire, c'est que l'écrasante majorité, moi qui ai été
sur les pas d'ailleurs de Philippe Bilger, juge consulaire au tribunal de commerce de Bobigny. J'étais président de chambre, donc moi j'étais un juge élu, donc je n'avais pas la prétention des juges du siège, bien évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est que le 93 était la zone la plus créative d'entreprise, la plus créative d'idées. Il y a un tissu, un trésor pour notre République qui est extrêmement puissant. Mais j'aimerais un jour entendre un politique qui a le courage de dire, écoutez, je vais vous dire, c'est pas le problème de l'hindouisme, c'est pas le problème du bouddhisme, ni du judaïsme, etc. Le vrai problème, c'est l'islam. Personne ne le dit parce que c'est pas politiquement correct. Et en réalité, quand on aurait le courage un jour de dire, est-ce que cette question de l'islam peut être traitée politiquement? Non, mais ce que dit Retailleau, tu sais ce que dit Retailleau? Retailleau dit tout simplement, il y a une caractère insoluble de l'islam dans notre République. Et en fait, il répond à un électorat, parce que bien évidemment, il y a une visée électorale. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée que de toute façon, encore une fois, c'est un biais cognitif, c'est un focus que l'on fait. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Je savais pas qu'on était à 8000, j'avais pas ce chiffre-là. Mais on est vraiment sur des zones infinitésimales. Je connais la capacité, Philippe, je sais très bien la capacité des minorités agissantes. Je le sais à l'extrême gauche, je le sais également dans l'islamisme radical. La réalité, et je rejoins Sylvain sur la question de la responsabilité des urbanistes. Les urbanistes ont créé des ghettos et l'État a laissé ces ghettos se créer. Et l'islam, il rentre pas par la religion, il rentre pas par les sourates. L'islam, il rentre par le social. L'islamisme, et tu le sais très bien au Maroc, partout où l'islamisme rentre, il rentre toujours par le social. Je vais t'aider, je suis là, l'État t'abandonne, etc. Mais ça, c'est minuscule. Et par ailleurs, je terminerai par quelque chose. J'avais rencontré Aimé Césaire sur le multiculturalisme à Fort-de-France. On avait discuté et on parlait de cela. Aimé Césaire était un grand combattant contre le colonialisme. C'était un grand homme politique et surtout un grand écrivain, mais les deux. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que c'est finalement la société française idéale? Il avait réfléchi, il m'avait dit, je m'additionne. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire. C'est-à-dire que le multiculturalisme... Mais avec qui? Mais je m'additionne avec tout le monde. La réalité, eh bien si, vous pouvez vous additionner avec des musulmans et ce pays s'additionne. Il y a des gens qui ne veulent pas s'additionner non plus, ça existe? Il y a des gens les gens qui ne veulent pas s'additionner, on le sait très bien, donc on combat l'islamisme radical, on arrête de les acheter électoralement parce que tous ces gens... Il y a un islamo-gauchisme, mais il y a aussi un islamo-droitisme à certains endroits. Et Gérald Darmanin allait rompre... Excusez-moi, mais Gérald Darmanin... à la mairie à Roubaix, pas à Roubaix, là où à Tourcoing, il allait rompre, si vous voulez, la fin du jeûne du Ramadan avec les frères musulmans. Qu'est-ce que c'est cette hypocrisie? La droite comme la gauche, tout le monde doit faire, tout le monde doit balayer. Vous pensez que Sarcelles, ça a été un modèle et pourtant c'est des copains à moi? Vous pensez qu'une communauté par immeuble, ça règle le problème? Je crois pas, non. Merci. Quoi, vous voulez Je veux juste rajouter une chose. Moi, je trouve ça extraordinaire. Encore une fois, il faut faire preuve un peu. Très vite. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui protège la communauté juive. C'est incroyable. C'est incroyable. Qui tient un discours. Attendez, qui tient un discours. C'est pas vrai. On parle des cagoulards, on parle de Drummond, les riches de Drummond, et c'est les mecs là. Et nous, à l'époque, c'était la gauche qui protégeait les juifs aujourd'hui. Et on a une espèce d'inversion absolument erratique d'une gauche radicale, effectivement, mélenchoniste très clairement. Et elle se détache. Qui a des propos antisémites extrêmement caractérisés, et on voit une extrême droite qui finalement s'est retrouvée une virginité et qui dit finalement les juifs, finalement la communauté juive sont tout à fait intégrés dans le creuset républicain. Encore une fois, de qui se moque-t-on? Bien évidemment, il ne faut pas se leurrer. Le discours de l'extrême droite est un discours électoraliste. Leur but, arriver au pouvoir. Mais vous devriez vous féliciter, Sylvain, de cette évolution de l'extrême droite. Je la crois pas profonde. Au lieu de la déplorer. Non, moi, je vais pas répondre en tant que juif, je vais répondre en tant que républicaine. Je la crois pas une minute sincère. Allez, merci beaucoup pour ce débat passionnant. Mais il y a un autre débat passionnant, c'est le qui c'est qui l'a dit, parce que là, voilà. Là, et puis, sachant qu'on a parlé de Roland Castro, Philippe Bilger va être fidèle à lui-même. Et là, je peux vous dire elle est bien. Et là, il n'y a pas de... il y a rien. C'est chacun chez soi. C'est ça, il n'y a rien, aucune amitié politique, rien. Terminé. Allez, à tout de suite pour la foire à l'Empoigne. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. En direct de la Foire de Paris, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
La foire de Paris, avec nos amis le Sofinco. Ça fait un carton cette année. Ça, je vous le dis, cet été, tout le monde va chanter cette chanson, je vous le dis tout de suite. Bienvenue dans Les Vrais Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec, à ma gauche, Philippe Bilger, ensuite Françoise Degois, Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous et Philippe David, bien entendu. Tout de suite, cette séquence tant entendue où tout est permis. Le qui c'est qui l'a dit. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Cécile, j'ai trouvé une phrase pour décrire le qui c'est qui l'a dit. Ah, très bien. Quand vous connaissez les raccourcis, c'est difficile d'exercer des activités légales. C'est ce qu'a dit Philippe Bilger tout à l'heure pour son réquisitoire. Et je pense que ça décrit parfaitement son comportement avec vous. J'ai envie de dire c'est un teasing, Philippe. Allez les amis, attention, qui c'est qui l'a dit. En plus, je veux dire, on peut quand même préciser qu'il a une complice en fait dans la place. Tu sais, comme tous les bons truands, il a une complice. Non, non absolument pas. Non, vous diffamez, madame. Ouais, Madame, j'ai porté plainte contre vous pour diffamation. Qui c'est qui l'a dit? Le nombre de fonctionnaires est trop élevé. Nicolas Sarkozy. Non. C'est un ministre. Éric Lombard. Éric Lombard. Ce matin sur Sud Radio. Absolument. Qui c'est qui l'a dit? Dans le pays record du monde des impôts, nous ne pouvons pas nous permettre de créer de nouveaux impôts. Bilger. François Bayrou. Non. Bardella. Non. Marine Le Pen. C'est une femme. Une femme. Ah oui, c'est Amélie de Montchalin. Bonne réponse de Françoise Degois qui engrange une deuxième bonne réponse. Ouais, on se calme. Regarde, elle pousse l'ordinateur pour qu'il regarde. Non, justement. Justement, je le tire vers moi, Françoise, qui est l'inverse. Ouais. C'est la vision aussi mauvaise que l'écoute. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? Monsieur Bardella parle, mais moi j'agis. Enfin, si. Olivier Faure. Retailleau. Retailleau. Ah, ça, c'est à moi. Ah bah oui, c'est à vous. Oui, mais si vous répondez pas, c'est plus à vous. Ouais, c'est ça. C'est à quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, c'est à Sylvain. Bam, c'est pour lui. Non, c'est moi, c'est Françoise Degois qui a dit. Attendez, excusez-moi, Françoise. Vous avez des preuves? C'est Orwell. Avec Cécile de Minibus, à un moment donné, ça devient orwellien. Absolument. C'est-à-dire le jour, c'est la nuit. Et tu te dis, mais est-ce qu'elle n'a pas raison? Elle arrive même à te. Vous savez ce qu'on dit, moi? On est en 1980. Non, c'est Orwell. La clarté dans la confusion. Oui, très bien. Allez, on y va. C'est toi, Qui c'est qui l'a dit sur la minute de silence de l'Assemblée en hommage à Boubacar Cissé? Une minute légitime et indispensable. On voit bien l'explosion de l'ensauvagement dans notre société et des actes racistes. C'est Braun-Pivet, non? Non. Mathilde Panot. Non, pas du tout. Pas du tout. On veut dire qu'elle est pour ou contre? Il est candidat à quelque chose. Candidat à quelque chose. Oui. Candidat à quelque chose. Il est même plus que député. Il a été président de région. Il est même président de groupe parlementaire. Il est grand, il est énarque. Édouard Philippe. Philippe de Villiers. Non, il est plus député. Qui est candidat au LR? Ah ben Laurent Wauquiez. Bonne réponse de Françoise Degois. Ça les mérite pas quand même. Je les prends quand même, mais ça mérite pas. Ah non, ça les mérite pas, non, je confirme. Il est grand, il est président de groupe. Ça commence par W. Je devrais même vous mettre moins 10. Et là, tu vois les cancres. Grand président de groupe. Alors, mais là, pour l'instant, c'est un 0 pointé. Oui, 0 pointé, là. Voilà, vous êtes fatigué, c'est fou. Hein. C'est à qui? C'est à moi? Vous, oui. Eh ben, dites-le moi alors. Je vous le dis. Quand? Maintenant. Qui c'est qui l'a dit sur les chauffeurs de cars scolaires? Il y a 3 fléaux: la vitesse, l'utilisation du téléphone portable et la consommation de produits stupéfiants. C'est très rassurant quand vous avez des enfants qui doivent le prendre tous les jours. Un ministre. La logique voudrait que... Agnès Genevard? La ministre... Non, on parle pas d'agriculture, là, on parle de quoi? Pour les transports. Non, mais... C'est qui? Si le shit pour vous, c'est de l'agriculture, hein, mais... Oui, bien sûr. Je me souviens jamais qui c'est le ministre. Il s'appelle Philippe, et son nom de famille... Philippe, oui, Tabarot. Bravo. Oula, ça a été dur. Alléluia. Bon, pour l'instant, c'est 0 pour le Père Lévy. Qui c'est qui l'a dit? François Hollande cherche à alimenter les querelles, les haines et les désaccords pour pouvoir mieux revenir. Olivier Faure. Bonne réponse de Françoise Degois. Bravo. De toute façon, quand il y a une phrase absurde... Champion. Allez. Vous êtes une blague. Encore une bêtise de Faure. Qui c'est qui l'a dit sur le budget? La faute originelle, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Ah, c'est facile, ça, je sais, je l'ai vu tout à l'heure. Quelle erreur de dire un truc pareil. Oui, moi je me suis fait traiter d'ordure à l'antenne. Non, mais c'est quelqu'un qui n'est pas aux affaires. Je l'ai vu passer. Il a un très haut poste. Dis-donc, si lui n'est pas aux affaires. Moscou. Non, on peut dire qu'il a même un beau fauteuil. C'est même le 3e personnage. C'est Gérard Léché. Bonne réponse. Vous avez dit qui? Vous avez dit qui? Non, vous avez dit Léché.
Lui, il a dit Larcher, vous avez dit Lécher. Votre langue a fourché. Ouais, oui, vous avez dit Vous Lécher. permettez, je peux départager. Ouais. Philippe Bilger a dit Larcher. Ouais, mais vous avez dit Lécher, c'est pas Gérard Lécher. Eh bien, Ou alors il fait du porno, mais c'est pas lui. Alors Eh bien, écoutez, Françoise Degois, 15 points. Philippe Bilger, 6 points. Et Sylvain Lévy-Valency. 0. Bravo Sylvain, les gars. On va dire que c'est comme le concours de Polytechnique. En général, il faut le passer plusieurs fois. Hein. Et ça a toujours été mon cas. Eh bien, mes amis, vous restez avec nous dans un instant. Le journal, la météo, avec pas Philippe David, mais surtout Rémi André. Et Philippe David, on râle sur quoi aujourd'hui? Je vais retirer mon maillot et le jeter par terre. Oula. Prenez des photos, hein, parce que là, ça va être énorme. Hein. Ah oui. Ça va faire vous allez voir. Ce week-end, il va y avoir des photos qui vont tourner. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct de la Foire de Paris, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très très bien installé à la Foire de Paris et très très bien installé chez nos amis au Sofinco avec Philippe Bilger qui est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Françoise Degois est avec nous et Sylvain Lévy-Valency est avec nous, que vous retrouverez bien sûr tous les samedis matins dans Parlons Immo. Dans un instant, Philippe David, parce que d'abord il faut que je parle de lui, que je raconte un petit peu sa petite enfance et que il en a garçon qui a finalement, oui, il est né bébé. Oui, imaginez comme il est adulte. Il imaginait bébé ou pas? C'est la même tête. J'ai fait une régression mentale en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai fait de la radio. Non, physiquement, c'est pas une régression. C'est On ne devrait pas vivre. un gonflage. Ça va, on peut rire. Il a mangé encore 4 saucisses aujourd'hui, ça va. Bon. C'est vrai Deux Morteaux et deux Montbéliard. Ouais, galette saucisse, il y a l'espace de la Bretagne juste à côté. Hein, voilà. Alors, galette saucisse. Je plains Madame Sophie ce soir, je dis ça derrière. Allez les amis, tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Non, il y avait le teasing déjà de Sylvain. Les vraies voix Sud Radio. Le teasing de Sylvain. Oui, qui va nous parler de son émission de ce soir de 19h à 20h. Ah bon, d'accord, je ne savais pas. Et, me dit rien. C'est écrit sur votre papier, les vraies voix. Je ne sais pas lire, vous savez très bien. Alors, la mauvaise foi incarnée. Non mais c'est les gens sont atteint des fatigants. niveaux. Tu sais, c'est la nana qui est en retard. Tu l'engueules et elle te répond t'as qu'à pas être à l'heure. Tu vois. on est quand même Vous, chez avez bien, Sofinco. vous faites bien de le dire, C'est Ségolène Royal. Oh, c'est méchant. Oh, C'est vrai, mais Allez, mais effectivement, parce qu'il y a une émission passionnante à partir de 19h, de 19h à 20h, ici en direct de Sofinco et de la Foire de Paris. Absolument. On va d'ailleurs recevoir le président de la CAPEB, vous savez, celui qui a annoncé la destruction des emplois. On va parler, puisqu'on est ici sur le stand de Sofinco, on va parler de l'éco-transition, de la rénovation énergétique. Et on ne va pas le traiter de la façon habituelle. Les Français ont le droit de ne pas souffrir du froid l'hiver et de ne pas fondre l'été. On va parler de la préoccupation des principaux foyers français qui sont mal logés, mal chauffés. Et grâce à Sofinco Éco-Transition et ceux qui passeront par le plateau, on va donner les clés de lisibilité pendant 1 heure. Ah, bah ça va être passionnant. Est-ce que je peux poser une question sur les passoires énergétiques? Elle est intéressante, votre question. Non, mais parce que ça me passionne. Je vais vous dire, on est passé de passoire au bouilloire énergétique. Ouais, Parce que je peux vous dire que quand il fait 31 degrés, que vous êtes mal isolé chez vous, je peux vous dire que ça douille sévèrement. C'est intéressant. Et donc, on a un vrai sujet. Est-ce que vous saviez, par exemple, que la mauvaise isolation des maisons est la première cause de mortalité chez les enfants dans le domicile? C'est pas possible. Mais oui. Y compris en France. Désolé. Et c'est la première cause de mortalité cardio-respiratoire dans l'habitat. Oui, je vous donne un exemple. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites quand vous ouvrez le matin? Vous ouvrez la fenêtre? Oui. Eh bien, ça suffit pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de courant d'air. Il faut brasser l'air. En fait, c'est 2 fenêtres qu'il faut ouvrir. Et vous savez ce qui se passe le plus souvent? Quand vous fermez la fenêtre, vous avez un petit rayon de soleil, vous avez la poussière en suspension. Mais sachez que vous avalez ça toute la journée. Voilà. Voilà, la vie, d'un seul coup, la vie devient un enfer. Voilà. Il nous a calmés. Non, pas On avait le forcément. sourire et tout, il nous a calmés. En tout cas, c'est à partir de 19h en direct sur Sud Radio. Absolument. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. On peut ou pas? Ah bah oui, et je vais Un retirer instant. le maillot et le jeter par terre. Je vous lui demandais rien. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. En direct de la Foire de Paris, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec la Foire de Paris, bien entendu, nous sommes ici chez Sofinco avec une table généreuse aujourd'hui. Oui. Philippe Bilger d'un côté, Françoise Degois et puis Sylvain Lévy-Valency qui est avec nous. Et tout de suite, bien entendu, ne perdons pas une miette de ce moment de délice absolu que vous allez... Bon, j'arrête. Philippe David. Les vraies voix Sud Radio.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village lointain qui s'appelle Beaverton dans l'Oregon aux États-Unis. Pourquoi Beaverton ? Parce que c'est là que se trouve le siège de Nike et que les révélations hier des maillots extérieurs de l'équipe de France et du Brésil pour la Coupe du Monde 2026 m'ont mis hors de moi. Commençons par la France qui a toujours joué en bleu pour le maillot domicile et en blanc pour le maillot extérieur, exception faite de l'Euro 2008 où le rouge avait remplacé le blanc. Le maillot extérieur prévu pour la Coupe du Monde sera, accrochez-vous bien, Mentalo avec du noir et de l'or. Le vert Mentalo étant là non pas pour rendre hommage à un tube d'Eddie Mitchell, mais pour rappeler la couleur de la Statue de la Liberté dont la France a fait cadeau aux USA. Bref, des couleurs qui n'ont rien à voir avec l'histoire de l'équipe de France ou le drapeau français. Pour le Brésil, le second maillot sera rouge. Une première depuis 100 ans, le cynisme commercial ayant même remplacé le swoosh, le logo de Nike, par un basketteur sautant pour un dunk. À se demander s'ils n'ont pas confondu l'équipe dont Pelé, Garrincha, Jairzinho, Zico, Romario, Ronaldo ont porté le maillot et les Harlem Globetrotters. Un Brésil, rappelons l'histoire avec un grand H de cette équipe 5 fois championne du monde, qui joue en blanc jusqu'à la tragédie du Maracanazo, la défaite au Maracana en finale de la Coupe du Monde 1950 face à l'Uruguay. Un blanc abandonné par superstition pour passer au jaune avec pareillement vert, d'où le nom Aureverde, or et vert pour qualifier l'équipe du Brésil. Car les couleurs font partie d'une équipe nationale comme de celle d'un club. Les albicélestes sont les Argentins, la céleste l'Uruguay, la roja l'Espagne et les bleus l'équipe de France, couleur inspirée du drapeau de leur nation. Et si l'Allemagne joue en blanc, c'est en hommage au Hohenzollern, l'Italie en bleu à la Maison de Savoie et les Pays-Bas en orange à Guillaume d'Orange. Car une équipe, c'est une histoire, des victoires et des défaites mythiques, des trophées gagnés dans la joie et perdus dans les larmes. Ce n'est surtout pas des maillots à vendre pour faire un maximum d'argent, quitte à le faire avec des couleurs abracadabrantesques comme l'ex-maillot marinière de l'équipe de France qui, en le découvrant, m'avait fait croire que Didier Deschamps avait appelé Arnaud Montebourg chez les Bleus. Car on a beau s'appeler Nike, on n'a pas le droit de niquer les couleurs d'une équipe, a fortiori les Bleus et à Seleção. Mal. Bravo mon cher Philippe, je ne vous ferai qu'un reproche. Vous n'avez pas enlevé votre maillot. Vous voulez ? Vous n'avez pas exhibé votre torse puissant. Vous voulez ? Non, mais sérieusement, vous avez décrit avec beaucoup, je dirais presque de poésie, ce que représente un maillot pour une équipe. Et c'est très beau votre... Moi je suis d'accord parce que c'est l'histoire, c'est très beau d'avoir appelé Elvisès, c'est très beau d'avoir appelé le bleu pour l'Italie, la France, et c'est très beau d'avoir appelé les comment dirais-je, les animaux ont aussi... les trois lions pour l'Angleterre, le coq pour la France, mais c'est très important, pour l'Allemagne, les pumas pour les Argentins au rugby. Donc ça a quand même un sens très très profond. Oui. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est n'importe quoi. C'est délirant, mais comment est-ce qu'on peut... Mais surtout, mettre un basketteur pour un maillot de foot. Non, mais comment est-ce qu'on peut, si vous voulez, arrêter ça ? Est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter ça ? Je pense qu'ils sont déjà imprimés. Mais vous imaginez, est-ce que vous imaginez qu'on voit le jaune, on sait que c'est les Brésiliens sur le côté. C'est comme le drapeau à damier, si tu veux. C'est comme la Croatie, en réalité. Le maillot des Croates, tu sais absolument qui joue, tu vois. Enfin bon, ça me révolte. Vous savez, les créatifs, ça se reconnaît d'ailleurs. Les créatifs, ça se reconnaît. C'est quoi ? C'est pas des créatifs, ça. Non, mais les créatifs... Vous savez, on peut être chauve et être créatif. Non, mais ça se reconnaît, parce que, je vais terminer, ils sont vraiment capables de tout, du pire et du meilleur. Comment ils expliquent ça, en fait ? Est-ce qu'ils donnent ils n'ont rien expliqué. Rien du tout. Ils ont dit c'est la statue de la liberté, le vert... Mais d'où ? Oui, elle est vert Mentalo, mais enfin, elle est vert métal. Quelle horreur, on va pas jouer avec cette... Et puis, j'ai même la photo. Quand t'as vu Donnarumma, rien que Donnarumma, qui est un gardien gigantesque en vert dans les cages du PSG, c'est horrible, ce maillot vert. Vous savez quel est le point commun entre la créativité et la bêtise ? Non. À la voisine mon infini. Voilà. C'est beau. C'est beau. Enfin, bon, donc voilà, faut jamais s'étonner. Philippe Bilger, ça vous inspire quoi ? Non, rien. Le maillot, ça vous inspire rien ? Non, mais j'ai déjà fait un bel effort en louant le propos. Mais franchement, Philippe a raison, et moi j'aimerais bien qu'un jour on fasse une vraie émission sur le foot, sur l'histoire des clubs de foot, sur l'histoire sociale des clubs de foot. J'ai lu un bouquin extraordinaire sur l'histoire des clubs de foot londoniens, pas simplement... je voudrais... Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on est en train de gommer toutes les références. C'est complètement délirant, en fait, les clubs de foot londoniens, avec les clubs qui étaient présidés par
des juifs qui se battaient contre le reste. Après les clubs ouvriers, contre les clubs bourgeois. Ça existe encore en Argentine. Mais vous imaginez Pelé et Garrincha qui voient le maillot du Brésil rouge avec un basketteur, mais ils se retournent pas dans leur tombe, ils y dansent la samba. Non, là, les mais gars. bien sûr, quand Naples gagne avec le plus grand des plus grands, évidemment Maradona, quand Naples gagne, bien sûr, c'est une victoire footballistique. C'est la revanche de l'Italie du Sud sur l'Italie du Nord. C'est la revanche des pauvres sur les riches. C'est pourquoi il y a encore, quand vous allez à Naples, j'y étais encore il y a pas longtemps, vous allez à Naples, vous avez des statues de Maradona partout. C'est pas, bien sûr, c'est un génie du football. Je l'aimais pas, moi. Et moi, je sais, mais moi, en tout cas, je l'adoré, je l'idolâtrais. Pour moi. Comme Garrincha. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que il a vengé socialement les Naples et le sud de l'Italie. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on gomme tout ça? C'est ce que disait Cécile, gommer l'histoire, en fait. C'est comme si on dissociait les vraies voix de Philippe David ou de Cécile. Hein. Ah, tout de suite, pareil. Oui. Philippe, c'est moins grave. Parce que, je te refais le lapsus de Freud. Ouais. Quand on mourra tous les deux, j'irai vivre à Paris. Ouais. Quand l'un de nous deux mourra, j'irai vivre à Paris. J'adore. Non, c'est la vraie phrase, c'est si l'un de nous deux venait à mourir, ça me ferait beaucoup de peine. La vraie phrase de Freud, c'est celle-là. Il expliquait le lapsus par cette phrase. Il disait, regardez cette phrase, tout est dedans. Excusez-moi, Freud, il jouait dans quelle équipe? Écoutez, l'Albiceste. L'Albicéleste, et alors oui, en 1922 à peu près. C'est bien. Voilà, c'est ça. Allez les amis, vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe Bilger. Pour faire plaisir à Sylvain, je voudrais parler de Jordan Bardella. D'accord, on va en parler. Françoise Degois. Pour faire plaisir à toute la table, je vais parler du bouquin d'Olivier Faure qui est très bien et qui sort aujourd'hui. Et Sylvain? Eh bien, moi, j'ai une petite blague pour Philippe Bilger. On en parlera. Allez, Françoise, vous nous laissez la place, mon petit chat. Je vous laisse. Parce que nous avons un invité important, puisque nous sommes chez lui, avec nous. Laurent Pernas, qui est directeur de Sofinco Éco-Transition. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, on est ravis de vous accueillir. J'ai une question très très cash à vous poser. Je voudrais revenir sur les arnaques aujourd'hui à l'éco-transition. Tout à l'heure, Sylvain, on en parlait ensemble, de se dire que 400 millions aujourd'hui d'arnaques. Ma prime rénov. Comment c'est possible? Non. Pour 2024, il y en a un peu moins, il y en a 220 millions. Et c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'il y a des primes, notamment des primes liées à des travaux, liées à une installation, il peut y avoir des structures ou des organisations qui vont être intéressées pour aller chercher ces primes. Alors, ça a toujours existé. Aujourd'hui, en fait, il y a des moyens de détourner ces primes. Et d'ailleurs, ils sont déjà mis en place, à la fois par l'État, la DGCCRF, et puis les acteurs, les financeurs aussi, les banquiers. Donc qui ont une responsabilité extrêmement bien sûr. importante. On estime effectivement, je vais rectifier, la fraude était de 400 millions d'euros en 2023, elle a baissé en 2024, bien évidemment, mais est-ce que c'est... Il y a eu un gros coup de torchon là, en fait, les aides... Oui, parce que aussi ma prime rénov a baissé, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi on a en France ce côté toujours d'effet d'aubaine dès qu'il y a une prime à l'isolation, une prime sur les combles, une prime, on le voit pour le photovoltaïque, etc. Ça crée tout de suite une espèce, et c'est incroyable, hein, ils s'arc-boutent, ils s'organisent un peu dans les pays d'Europe pour faire du phoning, etc., pour choper les primes. Comment on fait quand on est financeur pour s'assurer finalement que les Français qui sont consommateurs... Alors on va le laisser parler. Oui, peut-être en fait deux idées. Hein. La première, c'est que lorsqu'on publie des lois, notamment avec des décrets pour une mise en place d'un dispositif pour accélérer notamment la transition énergétique, mais aussi lié au bien vieillir, il faut mettre tous les acteurs autour de la table, notamment les professionnels, les diagnostiqueurs, les banques, les financeurs, et là, dans ce cadre, regardez comment on peut éviter en fait qu'il y ait simplement des travaux qui n'existent pas, parce que ça c'est la première... Parce que le principe, pour qu'on comprenne bien, vous financez, et l'artisan derrière ne fait pas les travaux. Finalement, c'est le monsieur, madame, tout le monde qui paye. C'est pire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, il y a pas de travaux, c'est-à-dire que c'est totalement fictif hein, pour certaines arnaques, et donc il n'y a même pas d'abus de faiblesse, hein, puisqu'il n'y a personne, si ce n'est un nom, et donc un faux financement avec une aide. Donc vous avez un montage complet, je ne peux pas rentrer en détail. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, et notamment des criblages qui sont faits avec l'ensemble des acteurs bancaires. Vous allez pouvoir les déceler. On a déjà des techniques, des éléments, et notamment en se rapprochant avec les services de l'État. Donc en travaillant ensemble, on peut déjouer
beaucoup de fraudes, et notamment éviter aux Français d'avoir cette mauvaise surprise de recevoir un courrier de relance ou d'un huissier qui vous saisit tout simplement parce que vous n'avez pas payé un prêt. Voilà les éléments très concrets. Donc, c'est mettre autour de la table les acteurs concernés pour que le dispositif soit mis en place du début, c'est-à-dire l'identification d'un faux devis, jusqu'au versement. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup en tout cas pour cette information. J'imagine que vous allez en reparler tout à l'heure à partir de 19h avec Sylvain Lévy-Valency et qui sera ici et présent jusqu'à 20h. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct de la Foire de Paris, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe Bilger est avec nous ici en direct à la Foire de Paris. Nous sommes chez Sofinco avec bien entendu Françoise Degois et Sylvain Lévy-Valency que vous pouvez retrouver tous les samedis matins dans Parlons Immo. Allez tout de suite le tour de table de l'actu des vrais voix. On est convoqué la table ronde. Oula, le pognon à la limite, on ne cracherait pas dessus, mais là c'est pas le problème. Bon alors quoi, c'est vous voulez des terres? Des terres? On a déjà pas assez pour s'occuper de celles qu'on a. C'est scandaleux. Alors quoi? C'est compliqué à expliquer en même pas une minute. Dans le détail, on sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. Le tour de table. De l'actualité. Cette série, c'est du génie. Oui, la série est énorme. Et vous avez remarqué, je dis ça, je dis rien, Maxime, notre réalisateur, ils sont de plus en plus longs. Oui. Bientôt, il fera 1h30, mais moi j'adore. Hein. J'adore, mais cette série était... C'est ma passion. Inarrable. Philippe Bilger, votre tour de table, c'est sur Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le fils modèle est-il en train de devenir le fils indigne? Oui, je m'intéresse à la situation de Marine Le Pen et de Jordan Bardella en tant que analyse politique de bas étage. Entendons-nous, je ne prétends pas rivaliser avec les politologues distingués. Mais je suis très passionné par ce qui va advenir de Jordan Bardella parce que il est plus probable peut-être que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter en 2027 et que donc naturellement, logiquement, Jordan Bardella, en total respect de sa loyauté qu'il ne cesse de proclamer, devra se présenter à sa place. Et pourtant, cette simple obligation le fera passer pour un fils trahissant celle qu'il a fait advenir à la politique. Donc c'est un étau très passionnant et qui ouvre des réflexions politiques, mon Dieu, qui peuvent intéresser même ceux qui ne votent pas pour le Rassemblement national. Oui, je suis d'accord. Il se passe quelque chose, oui, c'est presque du domaine de la tragédie, ce qui est en train de se passer et qui se reproduit en permanence en fait en politique. C'est beaucoup plus rare d'être obligé de tuer la mère que le père en réalité en politique, mais la réalité c'est que nous sommes face à cet archétype-là avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Jordan Bardella, il est très ambivalent, c'est-à-dire il clame sa loyauté à Marine Le Pen, mais il ne la prévient pas quand il déclare avant-hier ou dimanche je suis évidemment candidat et je lui succéderai. Il ne la prévient pas, elle est en vacances, elle est séchée par cette déclaration. Et on voit bien que Marine Le Pen a pour Jordan Bardella, j'ai envie de dire, quasiment des attentions presque maternelles. C'est très difficile de faire dire du mal, c'est même quasiment impossible, à Marine Le Pen de Jordan Bardella. On sent qu'elle le protège, etc. La réalité, si vous voulez, c'est que s'il est avéré, comme nous le croyons tous désormais, que Marine Le Pen ne pourra pas concourir, moi la question que je me pose, c'est combien de temps le clan Marine Le Pen, parce que si le Rassemblement national fait semblant d'avoir changé, il fonctionne toujours de la même manière depuis Jean-Marie Le Pen, combien de temps pousseront-ils Jordan Bardella, faudra-t-il pour pousser Jordan Bardella sous le camion? Moi je vous fais un pari, c'est que je ne suis même pas sûr que Jordan Bardella arrivera en situation d'être candidat en 2027 s'il est avéré que Marine Le Pen doit renoncer. Parce que le clan n'en veut pas. Voilà. Et le Rassemblement national, en grande partie, ne veut pas de Jordan Bardella. Tout seul, sans Marine Le Pen. Sylvain Lévy-Valency. Le triomphe. On n'a pas beaucoup de temps. Le triomphe absolu de la médiocrité. Première chose. On a fait, le Front National a réussi, le Rassemblement National a réussi cet exercice extraordinaire d'instagrammer l'ensemble du parti. C'est extraordinaire, avec la personnalité de Jordan Bardella, avec ce côté je porte bien, je suis grand, je suis aussi issu de l'immigration, j'ai vécu dans les cités, etc. Et c'est comment finalement un fond délétère, un fond clairement antisémite, clairement raciste,
homophobe, a réussi finalement à se rendre devant l'opinion, une espèce de virginité extraordinaire. Bardella, c'est l'exemplarité même d'une idée sans contenu. Voilà, c'est des idées sans aucun contenu, dans une culture minimum. C'est le triomphe absolu d'une certaine forme de médiocrité, mais finalement les Français auront quelque part ce qu'ils méritent, puisqu'il y a pratiquement 11 millions de Français qui ont voté le RN. Je trouve ça triste, et je paraphraserai pour terminer une phrase de Maurice Druon qui disait « C'est pas grave, la France s'en remettra ». Merci beaucoup. Françoise Degois, vous vouliez revenir sur le livre d'Olivier Faure. Je reviens te chercher. Je suis assez heureuse. D'abord, c'est un livre qui est inspiré de la chanson de Beko, et je suis assez heureuse qu'Olivier Faure se livre à cet exercice, parce qu'en réalité, moi, ce bouquin, comme beaucoup de journalistes, j'ai pu le lire ce week-end, et en réalité, c'est un livre politique. Bon, je ne suis pas très objectif, d'abord parce que j'aime la gauche, et puis surtout, j'aime les livres politiques. En réalité, je les dévore. J'ai lu celui d'Anne Hidalgo, de Yael Braun-Pivet, etc. Celui-là me touche beaucoup parce qu'il raconte des choses qu'il n'a jamais racontées. Il est l'enfant d'un père maurassien, de toute une famille d'extrême droite, la vieille extrême droite, et d'une mère dont le père était Viet Minh, ministre Viet Minh, c'est-à-dire nationaliste vietnamien. Et comment cet homme-là a réussi, par la magie de l'amour de ses deux parents, à devenir cet Olivier Faure métis, et qui est premier secrétaire, et qui, finalement, depuis le 7 juillet, la dissolution, se révèle. Moi, c'est un homme que je connaissais, mais que je fréquentais pas beaucoup. Et je découvre, en réalité, Olivier Faure. Je découvre un type très corseté, très cultivé. Ce bouquin, on sent que c'est lui qui l'a écrit avec ses tripes. Et d'ailleurs, ce matin, il le défendait sur une radio concurrente, et on sentait que le vibrato, on sait que c'est un livre. Moi, je vois tout de suite les livres qui sont écrits par des nègres et des plumes, et ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est vraiment son livre. Il est sans concession sur Mélenchon, sans concession sur Hollande, et j'ai beaucoup aimé ce livre. Et j'aime beaucoup ce personnage. Je n'ai pas lu le livre, mais parfois j'ai aimé Olivier Faure, d'autres fois je l'ai trouvé un peu limité. Pas très courageux, mais c'est qu'une opinion subjective, donc parfaitement discutable. Olivier Faure, le digne héritier de ce qui est devenu aujourd'hui le Parti Socialiste, c'est assez triste dans une certaine mesure. Par contre, une chose est sûre, c'est que si on devait le comparer par d'autres personnalités politiques, il a de la substance, il a des convictions, il a une vraie culture, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'il est totalement inadapté au langage contemporain quand même, sur le plan politique. On l'a vu avec les résultats électoraux. Il faut juste espérer que le parti... les résultats par rapport à là d'où on vient. Les amis, de 10 députés à 66. On a beaucoup débordé. Pardon. Sylvain, sur le phénomène des bidonvilles qui s'étend en France. Voilà, on va le titrer la génération bidonvilloise. Dans les années 70, avec les efforts de l'aménagement du territoire, grâce d'ailleurs au général de Gaulle qui avait un grand plan de transformation, on appelait ça déjà à l'époque le plan Marshall des banlieues, où on a accueilli quand même plus de 3 millions de rapatriés, les grands ensembles, bien évidemment, on avait éradiqué, vous savez, à Noisy-le-Grand, à Saint-Denis, à Stein, par exemple, les grands bidonvilles. Voilà, il y avait des centres. Le plus grand d'Île-de-France. Absolument. Le plus grand d'Île-de-France aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, vous savez où se trouve le plus grand bidonville? Il se trouve à Mayotte. Ah oui, d'accord. Et il a été balayé par le cyclone Chino, où vivaient, s'entassaient 25 000 familles totalement détruites. Il y a 227 sites en France en 2024. En 2024, on avait éradiqué le phénomène. Alors justement, ce qui est triste, et franchement triste, puisque j'y suis allé, je vais un peu plomber l'ambiance, c'est que on a des travailleurs qui se lèvent tous les matins pour aller bosser, qui n'arrivent pas à se loger, qui vivent dans des abris de fortune, on appelle ça les huttes itinérantes, d'un point de vue anthropologique. On a des familles, d'accord, des familles avec des enfants. On a aussi des personnes, effectivement, des émigrés, clandestins, non régularisés. Où ça, par exemple? Où ça? On les avait, par exemple, sur le périphérique parisien, aux abords du 13e arrondissement, vers la porte d'Italie. Alors, il y a une réponse de l'État. La réponse de l'État, c'est les expulser, les mettre dehors. L'État est dépassé par les événements. Le sans-abrisme, aujourd'hui, c'est 600 000 personnes, c'est 2 700 000 foyers en attente d'un logement décent. C'est 4,5 millions de personnes en état de logement précaire. Bref, pour synthétiser, j'aimerais que le prochain rendez-vous électoral, les prochains rendez-vous électoraux soient avec le logement, parce que le logement, c'est pas uniquement l'argent, c'est aussi la protection, c'est la ressource, c'est le lieu de l'intime, et c'est le lieu où se forgent les destins nationaux. Et je pense que c'est assez triste de voir cette crise qui nous frappe très durement. C'est fort, super, merci. Merci. 227 bidonvilles, les gars. Ouais. Hallucinant. Voilà, de 20 à 10 000 personnes. Merci beaucoup en tout cas pour ce sujet. Vous restez avec nous. Dans un instant, Philippe, on va revenir sur cette nouvelle baisse dans l'artisanat du bâtiment. 27 000 emplois perdus en un an. Alors parlons vrai. Est-ce que le bâtiment pâtit de la politique de matraquage des propriétaires? Et à la question du jour, faut-il un plan de relance du bâtiment pour sauver le secteur?
Vous dites oui à 65%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant, on est ensemble jusqu'à 19h. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, ben écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. En direct de la Foire de Paris, Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dernière ligne droite des Vraies Voix, ce soir en tout cas, entre 17h et 19h, on est ravis de vous accueillir. On passe un très beau moment ici à la Foire de Paris avec chez nos amis de Sofinco, Philippe Bilger pour nous accompagner bien entendu, Françoise Degois et Sylvain Lévy-Valency qui est, vous le connaissez, hein, puisqu'il présente, je vais y arriver, Parlons Immo, tous les samedis matins sur Sud Radio. Pas de mémoire cette fille, c'est insupportable. Dis donc, avec Philippe David, bien entendu. Et tout de suite le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il souffre depuis 2 ans et ne voit pas le bout du tunnel. Savoir prendre le temps. Et ben là, ça va pas du tout. Alors pas du tout. Et c'est même la cata. Aujourd'hui, un mouvement est en marche. En France, on construit de moins en moins de logements. Nous voulons faire appel à des professionnels passionnés par leur métier. Effectivement, les carnets de commandes diminuent aussi. On a moins de travail, donc on a moins besoin de personnel. En 2021, il y en avait 410 000. Et regardez, l'an dernier, 263 000 seulement. C'est le chiffre le plus bas depuis 1953. Quand on y réfléchit, nous avons tous de bonnes raisons de choisir l'artisanat. L'artisanat, première entreprise de France. L'artisanat du bâtiment traverse donc une crise profonde. Nouveau trimestre de recul de 5%. Même la rénovation énergétique recule. Le président de la CAPEB a déploré ce matin 27 000 emplois détruits l'année dernière dans les petites entreprises. Alors parlons vrai. Faut-il changer la fiscalité sur l'immobilier? À cette question, faut-il un plan de relance du bâtiment pour sauver le secteur? Vous dites oui à 65%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe, est-ce que vous avez entendu forcément ces chiffres à la baisse qui sont plutôt très... Ils sont très alarmants, mais je ne veux pas me prêter à un savoir universel. Je constate la crise, on m'en a beaucoup parlé, mais j'avoue que je ne saurais me substituer aux professionnels pour donner des solutions, et je suis ravi qu'il y en ait un, et vraiment j'écoute. Je ne veux pas me débarrasser du sujet, hein, je l'indique. Là, je risquerais de vous approuver parce que je ne saurais pas vous contredire. Moi, je suis sur la question du social. Il y a la question économique du logement avec cette phrase qu'on m'a répétée. Je suis comme Philippe, plutôt béotienne dans la matière. Quand le bâtiment va, tout va. Quand le bâtiment va pas, rien ne va. C'est un indicateur, c'est un thermomètre en fait, le bâtiment. C'est un thermomètre de la bonne santé du pays, du moral même du pays, parce que pour acheter, comment dirais-je, un appartement, il faut être capable de se projeter, se dire, voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, je pourrai. Et même des territoires, parce qu'on parle de l'artisanat. Ouais, alors justement, mais moi je le vois du point de vue social. En réalité, si on le regarde du point de vue politique, avec le recul que j'ai, moi, d'éditorialiste depuis 20 ou 25 ans, je n'ai jamais vu un gouvernement, y compris de mon obédience, gouvernement de gauche, même si Cécile Duflot a fait quelque chose, quelques petits trucs, je n'ai jamais vu un gouvernement qui prend véritablement cette question du logement à bras le corps, véritablement, qui en fait pas une grande cause nationale, blablabla, bla, bla, vraiment une cause nationale réelle, avec un engagement réel, avec une ventilation. Il y a le bâtiment, on a fait beaucoup de choses avec l'ANRU, par exemple, dans les banlieues, dans les cités. L'agence de rénovation urbaine. Vraiment, ils ont fait un travail remarquable, etc. Mais c'est la masse qui manque. Donc, moi, je voudrais véritablement, je vous rejoins là-dessus, Sylvain, il faudrait que le logement, et à chaque fois, les candidats, je sais, alors j'ai perdu une présidentielle avec Ségolène Royal, et j'en ai gagné une avec François Hollande. Donc, et tous les candidats, c'est toujours, oui, le logement, ça va. Et à un moment donné, dans le débat, ce truc-là passe à la trappe, et tous les ans, on se retrouve avec la même chose. Ça va, parce que quand le bâtiment économiquement va, ça donne le sentiment que ça fonctionne. Mais là, quand tout s'effondre, on se rend compte qu'il y a non seulement le problème économique des artisans, avec des destructions massives d'emplois, des morts annoncées, mais il y a le problème des gens pour se loger. Donc là, c'est véritablement un cri d'alarme qu'il faudrait collectivement pousser. C'est pas possible de payer des loyers aussi chers, de pas avoir d'appartement, de pas pouvoir se loger, d'être dans des passoires énergétiques et des bouilloires énergétiques. Ça y est, j'ai fini. Sylvain Lévy-Valency, l'expert dans le domaine. Alors, dans le logement, il faut comprendre une chose. Dans le logement, il y a ce qu'on appelle l'aménagement du territoire.
On ne peut pas concevoir le logement et l'habitat dans une société moderne, démocratique, laïque, sans penser l'aménagement du territoire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, tout est politique dans le logement. Il faut arrêter de tergiverser. C'est pas économique, c'est politique. L'économie sert les intérêts politiques. Et la construction, c'est le sang qui coule dans les veines de la République. C'est comme ça qu'on voit la vitalité d'une démocratie, c'est comme ça qu'on voit la vitalité d'une société capable d'absorber les flux démographiques et capable de loger ses citoyens. C'est un droit qui est inaliénable. C'est le troisième élément de la pyramide de Maslow. Vous savez, la pyramide de Maslow, c'est on cherche à manger, on cherche à boire, on cherche à se protéger. C'est un besoin primaire. Et vous savez pourquoi on maltraite les propriétaires ? Parce que, par essence, l'actif immobilier n'est pas délocalisable. On ne peut pas transporter sa maison au Luxembourg. On ne peut pas l'emmener aux îles Caïmans, par exemple. Par contre, à la vitesse de la lumière, vous pouvez faire transférer des centaines d'euros, des milliers d'euros, des milliards à la vitesse de la lumière, pas la maison. Donc c'est la variable d'ajustement de toutes les politiques pauvres fiscales du pays qui méprisent, depuis d'ailleurs l'élection d'Emmanuel Macron, un mépris total de ces 2 700 000 foyers qui vivent dans un état d'urgence, de ces 4,5 millions de personnes à la rue complète. Je prends le 30e rapport de la Fondation Abbé Pierre avec la génération bidonvilloise. C'est un drame national. Voilà. Je peux vous poser une question ? Qu'est-ce que vous pensez des réquisitions, justement ? Il y a 500 000 logements, par exemple, qui sont vides à Paris. Est-ce que vous pensez qu'on doit réquisitionner ? Il faut qu'on arrête. Non, mais dites-moi. Attendez, Françoise, il faut qu'on arrête de dire que les propriétaires sont des salauds de capitalistes qui exploitent les pauvres locataires. Il faut qu'on arrête. Le coefficient de détention en France, il est de 1,1. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les foyers français ont en moyenne 1,1 bien. C'est une moyenne nationale. Alors c'est vrai que selon les données de l'INSEE, on a à peu près 15% du volume qui possède plus de 5 appartements. Voilà. Attendez. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi ? C'est que ces personnes-là ont besoin des loyers pour leur retraite, ont besoin pour constituer leur patrimoine. C'est un des éléments moteurs. Mais quand on parle des logements vides, on ne parle pas de le logement vide. Le logement vide. Attention, de quoi on parle ? Aujourd'hui, quand un propriétaire loue un appartement, et je sais bien de quoi je parle, il a un rendement négatif. Vous savez, ça veut dire un rendement négatif ? C'est-à-dire qu'il perd de l'argent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il le loue, il perd de l'argent. Tu me prends vraiment pour des billes, en fait. Écoute. Non, il vous a bien jugé. Je vais vous dire, ma chère Françoise, mon cher Philippe, est-ce que vous consentiriez à louer votre appartement et en perdant de l'argent tous les mois avec votre locataire ? Je pense que vous auriez une certaine limite. Eh bien, écoutez, il y a des milliers de propriétaires qui disent aujourd'hui, je préfère ne pas louer parce qu'aujourd'hui, c'est une tannée. Alors, je vais vous dire, il n'y a plus d'aide à la pierre. Il n'y a plus d'aide. Par exemple, il n'y a pas d'amortissement possible pour une personne physique. Alors c'est quoi l'amortissement ? C'est je déduis une toute petite partie de la valeur de mon bien chaque année qui me permet de le déduire de mes impôts. C'est-à-dire je donne un peu de pouvoir d'achat aux propriétaires. Pourquoi ? Pour faire des travaux, par exemple. Mais quand on voit qu'on a les charges. Quand on voit qu'on a une chute de revenus, parce que quand vous serez à la retraite et que votre revenu va baisser de 40% en moyenne, qu'on appelle le taux de remplacement, en moyenne, je parle d'une moyenne, il y en a qui gagnent beaucoup plus. Eh bien, je vais vous dire, vous serez très content de toucher les 600 € de loyer d'un studio que vous avez mis 20 ans à rembourser ou 30 ans à rembourser à force de travail. Il faut arrêter de prendre les propriétaires pour des abrutis, pour des vaches à lait, la variable d'ajustement. C'est important de dire aussi que... Allez-y, Philippe Bilger. Non, si vous avez comment voyez-vous, Sylvain, une politique qui serait équilibrée entre, comme vous venez de le dire, la défense des droits des propriétaires et en même temps la détresse sociale? On a la solution. Que beaucoup de gens... On a la solution. Alors, on a la solution. On résout la crise du logement en 24 mois. Et je ne m'appelle pas Donald. Alors, je vais vous dire une chose. La première chose à faire pour les propriétaires, c'est faire ce qu'on appelle un statut du bailleur privé. C'est un peu barbare ce que je dis. C'est quoi ? C'est un statut sanctuarisé, d'accord, dans une loi de programmation. C'est-à-dire dans une loi qui ne revient pas au projet de loi de finances chaque année. Donc, qui sanctuarise les 6 années fiscales. Quand vous sanctuarisez 6 années de fiscales et que vous êtes un petit investisseur, qu'est-ce que vous ressentez ? De la confiance. Et l'algorithme de la confiance, c'est le mécanisme de la prospérité nationale aujourd'hui. Ça, c'est un premier. D'accord, ça je suis d'accord. Le deuxième point, c'est que si vous leur donnez cette capacité, vous leur dites donnant. Je vous donne un statut, vous pouvez déduire une partie de vos impôts. Par contre, vous rénovez et vous augmentez pas trop les loyers. Ils vont dire d'accord, on est d'accord. Donc cette première solution, cette solution-là réinjecterait pratiquement 800 000 logements. Je peux le dire, on a les statistiques. Deuxième point, le logement aujourd'hui, c'est le logement, mais qu'il soit social ou privé, c'est la même chose. Mais savez-vous, mon cher Philippe, que 62% des personnes qui vivent dans le parc locatif privé, ce petit bailleur, sont éligibles au logement social ? Question, pourquoi ils ne vont pas dans le logement social ? Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Vous savez qu'on a eu d'autorisation d'urbanisme l'an dernier ? 80 000 logements sociaux. Je ne sais pas, vous vous rendez compte ?
Vous savez combien d'habitants, combien il y avait d'autorisation d'urbanisme en 1984 ? 80 000. Différence entre 84 et 2025. 17 millions d'habitants supplémentaires. Ben, bien sûr, bien sûr. Donc c'est un fléau et une catastrophe nationale qui touche la France, mais l'ensemble des pays d'Europe. Et quand je dis que c'est politique, voilà ce qu'a fait Macron. Il a congédié l'impôt sur la fortune pour faire un impôt sur la fortune immobilière. Donc il a frappé de plein fouet les personnes qui détenaient un patrimoine indélocalisable. Et on a vu réduction du loyer de solidarité. Il a obligé les bailleurs sociaux à ponctionner dans leur trésorerie. Donc ils ne construisaient plus, donc ils ne louaient plus, pour justement compenser les problématiques de gestion fiscale des communes et des collectivités locales. Ça, c'est un crime, et le président Macron sera comptable devant l'histoire de cette crise-là. Parce que je peux vous dire que ce qui se prépare, quand on a vu les Gilets jaunes, dont le feu s'est allumé parce qu'il y avait eu un post sur YouTube d'une personne qui disait « j'en ai plein de dos ». La hausse de carburant. La hausse du carburant, vous allez voir comment ça va s'allumer. On sait que ça va s'allumer, on ne sait pas quand. Et je peux vous dire que là, ce que je souhaite, la seule chose que je souhaite, comme tous les professionnels, c'est qu'on s'empare du phénomène de la crise du logement et qu'elle soit l'élément central des rendez-vous électoraux. Oui, on est tous là. Est-ce qu'on manque pas de créativité ? J'ai un ami qui me racontait, par exemple, comment ça se passe dans certains pays. La créativité pour encourager, parce qu'il y a ce que vous dites, on est tous d'accord. Comment on encourage les gens à acheter des logements ? Vous savez qu'il y a des systèmes de loterie, en fait, où quand vous êtes tiré au sort, vous pouvez acheter votre logement à 30% moins cher. J'ai un ami en Israël qui a fait ça, pour tout vous dire, il y a 2 mois. Et en fait, ça incite complètement, ça crée un cercle de vertu. C'est-à-dire que vous achetez un appartement 20% moins cher, vous êtes bien, ça encourage tout votre écosystème à le faire. Est-ce qu'on ne manque pas finalement d'imagination ? La France a créé le droit de propriété. Si je vous dis liberté, égalité, vous dites quoi après ? Éternité. Bah non. Vous dites liberté, égalité, propriété. De 1789 à 1791, après la Constituante, ça s'appelait liberté, égalité, propriété. Et à un moment donné, ils ont décidé de dire non, propriété, ça fait un peu bourgeois, on va mettre liberté. Ça veut dire que toute la bataille de la Révolution s'est construite autour du droit de propriété. Et la France a inventé le droit de propriété. Les 3 attributs de la propriété, qu'on appelle l'abusus, le fructus et l'usus, c'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, acheter un bien, aujourd'hui, maintenant, ça devient presque pas bien. Aujourd'hui, il faudrait être digital nomade, comme dit notre cher président. Ouais, mais il a raison. Et il dit également... Parce qu'il préfère les anywhere au somewhere. Je vous donne 2 chiffres. Mais ça, attendez, je vous donne 2 chiffres. Il nous reste 30 secondes. 2 chiffres. 17% des étudiants n'ont pas pu faire leurs études faute de logement. Septembre 2024. 22% des jeunes actifs arrivés en ville n'ont pas trouvé de logement, donc ils ont renoncé au contrat de travail qu'on leur proposait. Voilà. D'accord, super. Moi j'adore, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, c'est pour ça qu'on l'a évoqué. En tout cas, merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci Françoise Degois, merci Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve dans un instant avec vos invités. Sylvain, de quoi parle-t-on ? Absolument, j'ai une petite blague pour notre ami Bilger. Quand les voyous ont dit que pourrait rapporter la vente des bijoux de Kim Kardashian, on leur a répondu à la police, 20 ans de placard, les bénéfices ça se divise, et les peines de prison ça s'additionne. Voilà. Et on va se retrouver bien évidemment. On va trêve de plaisanterie, c'est pour finir pour une bonne note, à partir de 19h après le journal, pour parler éco-transition, du besoin primaire des Français. Et croyez-moi, c'est un peu la dent creuse dans les territoires. Jean-Christophe Repon, le patron de la CAPEB, est avec nous dans quelques instants. Soyez les bienvenus, en tout cas, avec, on va parler IMO avec, bien sûr, Sylvain Lévy-Valency dans un instant. Appelez-moi Georges. Jusqu'à 20h. Je suis fatigué, monsieur.